Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. À Paris, réunion du groupe des 11 pays membres des Amis de la Syrie à quelques jours du coup d'envoi de Genève 2. Objectif, tenter de convaincre la coalition nationale syrienne de participer à la conférence de paix. Autre rendez-vous diplomatique dans la capitale française, une rencontre entre l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri et le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Le cercueil d'Ariel Sharon exposé à la Knesset, le Parlement israélien pour un dernier hommage. Les funérailles de l'ancien Premier ministre et une cérémonie officielle doivent avoir lieu lundi. Et à suivre également dans ce journal, en Irak, un attentat à la voiture piégée contre de nouvelles recrues de l'armée fait 8 morts, un début d'année sanglant dont le bilan s'élève désormais à plus de 400 morts depuis le début 2014. Les ministres des Affaires étrangères de 11 pays sont réunis au Quai d'Orsay à Paris en soutien à la coalition de l'opposition syrienne. Une réunion en présence du président de la coalition, Ahmed Jarba. Objectif, discuter de la participation toujours incertaine de l'opposition à la conférence de paix sur la Syrie à partir du 22 janvier en Suisse. Plusieurs groupes rebelles indépendants l'ont mis en garde contre toute négociation avec le régime de Damas qui continue de bombarder leur position. Et à 10 jours du coup d'envoi des pourparlers, les différentes tendances politiques de l'opposition syrienne sont donc toujours profondément divisées sur une telle participation. Laurent Fabius doit également s'entretenir avec son homologue russe Sergei Lavrov en déplacement à Paris, ainsi qu'avec le médiateur international sur la Syrie, Lardar Brahimi. De son côté, John Kerry profitera de son étape parisienne pour évoquer le processus de paix israélo-palestinien avec ses homologues de la Ligue arabe. Et puis lundi, en début de matinée, il rencontrera Sergei Lavrov avec au menu la question d'une éventuelle participation de l'Iran à Genève 2. La République islamique, qui est le principal soutien du régime de Bachar el-Assad, n'a pas encore été invitée à la conférence internationale. Autre rendez-vous diplomatique en marge de la réunion des Amis de la Syrie, une rencontre entre l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri et Sergei Lavrov. L'entretien avec le chef de la diplomatie russe doit avoir lieu dans les prochaines heures dans la capitale française. On n'en sait pas plus pour le moment. Et puis sur le terrain en Syrie, 700 morts au moins, c'est le bilan des combats qui opposent depuis 9 jours des rebelles islamistes aux djihadistes de l'État islamique d'Irak et du Levant dans le nord du pays. Des combats qui ont aussi fait des centaines de disparus et de prisonniers dans les deux camps. Les djihadistes de l'EIL sont accusés d'exactions. Les affrontements sont particulièrement violents à Sarakeb ce dimanche, à 270 km au nord de la capitale Damas. Dans l'actualité locale de ce dimanche, l'ancien député de Tripoli, Mespah Al-Ahdab, a appelé le 14 mars à chercher une nouvelle solution pour la formation du nouveau gouvernement, plutôt que d'offrir le pays une nouvelle fois à la tutelle syro-iranienne. Lors d'un point de presse, le chef de la rencontre de la modération civile a par ailleurs critiqué les compromis qui se font aux dépens des Libanais, réitérant son refus à la participation du Hezbollah dans le prochain cabinet. Et puis le moufti de la République a mis en garde contre toute décision qui ne fait pas l'unanimité. Des décisions qui, selon Cheikh Mohamed Rachid Kabbani, pourraient mener à la division des Libanais et au déclenchement de conflits confessionnels. Dans son message aux Libanais à l'occasion de la fête de la naissance du prophète, il a affirmé que le pays traverse une période dangereuse et critique. Il a aussi appelé les Libanais à être conscients des dangers, estimant que la stabilité du pays relève de la responsabilité de tous. Le cercueil d'Ariel Sharon exposé toute la journée au public à la Knesset, le Parlement israélien. L'ancien Premier ministre est mort hier à l'âge de 85 ans après 8 ans dans le coma. Une cérémonie officielle est prévue demain dans la matinée à Jérusalem, suivie de funérailles avec les honneurs militaires en présence de dignitaires étrangers. Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, a déjà dit qu'il se rendrait en Israël pour y assister. Ariel Sharon devrait ensuite être enterré près de son épouse Lily dans son ranch, les Sycomores, situé près de Sderot, dans le sud d'Israël. Il restera dans l'histoire comme l'un des chefs militaires et politiques les plus habiles et les plus controversés de l'État hébreu, notamment pour l'invasion du Liban en 1982 alors qu'il était ministre de la Défense. Dernier représentant de la génération des fondateurs d'Israël avec le président Shimon Peres, il laisse en héritage le retrait unilatéral de la bande de Gaza en 2005 et la construction de la barrière de séparation en Cisjordanie. Et puis les réfugiés palestiniens, eux, ne pleurent pas. Ariel Sharon, c'est un air de fête et un sentiment de soulagement
qui se sont emparés des camps de Sabra et Shatila à l'annonce de sa mort. Il était ministre de la Défense au moment des massacres commis entre le 16 et le 18 septembre 1982 par des miliciens chrétiens, alors que l'armée israélienne encerclait les deux camps. Bilan, 1 millier d'hommes, de femmes et d'enfants assassinés et près de 500 autres disparus sans laisser la moindre trace. En février 1983, la commission Kahane, commission d'enquête officielle israélienne, a évoqué la responsabilité personnelle d'Ariel Sharon dans les massacres de Sabra et Shatila, après avoir établi qu'il avait lui-même pris la décision de laisser les milices chrétiennes pénétrer dans les camps. Dans un instant, direction la Thaïlande pour une répétition générale à Bangkok à la veille de la grande manifestation de l'opposition. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, le vice-ministre libyen de l'Industrie, Hassan Edroui, a été abattu hier soir alors qu'il était en visite dans sa ville natale de Sirte, 500 km à l'est de Tripoli. La fusillade s'est produite en pleine rue, au centre-ville. Il s'agit du premier assassinat d'un membre du gouvernement de transition depuis la chute du régime de Mohamed Kadhafi en octobre 2011. Depuis, l'insécurité règne en Libye. Hier encore, des affrontements entre deux tribus rivales ont fait 19 morts au moins à Sebha, dans le sud du pays. En Irak, l'armée une nouvelle fois prise pour cible. Un attentat à la voiture piégée a tué au moins 8 personnes à Bagdad. De nouvelles recrues qui venaient de remplir les formalités pour intégrer les forces irakiennes. Jeudi, déjà, un kamikaze avait tué 23 personnes et en avait blessé 30 autres en actionnant sa charge dans un centre de recrutement de l'armée à Bagdad. Les forces de sécurité sont régulièrement visées par des insurgés qui luttent contre le gouvernement. L'Irak a connu des violences très meurtrières en 2013 et pour cette année, le bilan des violences depuis le 1er janvier a déjà dépassé celui de l'ensemble de janvier 2013 avec plus de 400 morts. L'armée yéménite également prise pour cible. Ce dimanche, 4 soldats ont été tués dans une attaque menée par des combattants tribaux dans la province de Hadramout. C'est dans le sud-est du pays. L'Alliance des tribus de Hadramout a appelé à la désobéissance civile après la mort de son chef, Saïd Ben Habrish, tué début décembre avec 5 de ses gardes du corps et 2 soldats dans un affrontement avec l'armée. L'attaque a été suivie par des échanges de tirs et l'armée a dépêché renforts et blindés. Les membres de cette alliance sont par ailleurs sabotés à 2 reprises des oléoducs de la région ces dernières semaines. Direction le Vatican où le pape François a annoncé la création de 16 cardinaux électeurs, dont 9 viennent des pays du Sud. Les cardinaux électeurs doivent avoir moins de 80 ans en cas de conclave pour élire un nouveau pape. Parmi eux, 4 sont italiens, dont le nouveau secrétaire d'État Pietro Parolin. 2 autres européens, un allemand et un britannique. On compte aussi 5 latino-américains d'Argentine, du Chili, du Brésil, de Haïti et du Nicaragua, un Canadien, 2 Africains de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Et enfin, 2 Asiatiques de Corée du Sud et des Philippines. Le pape François a également nommé 3 cardinaux émérites de plus de 80 ans qui, eux, ne pourront pas élire le prochain pontife. En Centrafrique, soldats africains et français de la force Sangaris poursuivent leur opération de désarmement et de neutralisation des pillards dans la capitale Bangui. Après des semaines de violences interreligieuses, les combattants de la Séléka et les miliciens anti-Balaka ont posé leurs armes suite à la démission du président Michel Djotodia vendredi. Le chef du Conseil national de transition poursuit quant à lui les préparatifs pour l'élection d'un nouveau président de transition. Répétition générale à Bangkok à la veille du grand blocage appelé par l'opposition. Les manifestants sont venus de toute la Thaïlande pour participer au mouvement. À compter de demain, ils occuperont tous les grands carrefours de la capitale, et ce, jusqu'à la démission du gouvernement de Yingluck Shinawatra. 10 000 policiers et 8 000 soldats ont été mobilisés pour prévenir tout débordement. L'opposition s'est engagée à rappeler ses troupes en cas de violence. Le gouvernement a convoqué des élections anticipées le 2 février, trop tard selon l'opposition qui boycotte le scrutin. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À Paris, réunion du groupe des 11 pays membres des Amis de la Syrie à quelques jours du coup d'envoi de Genève 2. Objectif, tenter de convaincre la coalition nationale syrienne de participer à la conférence de paix. Autre rendez-vous diplomatique dans la capitale française, une rencontre entre l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Le cercueil d'Ariel Sharon, exposé à la Knesset, le Parlement israélien, pour un dernier hommage.
Les funérailles de l'ancien Premier ministre et une cérémonie officielle doivent avoir lieu lundi. Et puis en Irak, un attentat à la voiture piégée contre de nouvelles recrues de l'armée fait 8 morts. Un début d'année sanglant dont le bilan s'élève désormais à plus de 400 morts depuis le début 2014. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.